Bonjour, David Deharbe. Je suis avocat en droit de l'environnement et en droit public également. Je pratique depuis 2005 et j'enseigne cette matière, en tout cas j'ai longtemps enseigné cette matière comme maître de conférences des universités. Les supports de formation aujourd'hui se diversifient et l'idée de faire quelques vidéos permettant de présenter mes enseignements de troisième cycle, mais également mes enseignements de second cycle, respectivement donc Master 1, Master 2, que je dispense désormais à l'Université d'Artois, me paraît toute naturelle. Évidemment, les vidéos ne peuvent pas, même si c'est très pratique de pouvoir les télécharger, ne peuvent pas remplacer le contact direct avec les gens qui se forment. Néanmoins, c'est un support qui peut heureusement combler une formation dispensée de visu. Alors je vous propose de travailler sur essentiellement le droit de l'environnement général. On peut considérer qu'on a deux grands types d'enseignement en droit de l'environnement. D'abord, le droit de l'environnement général et d'autre part, certaines matières spécialisées dans le domaine des déchets, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement ou encore dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature au sens large du terme. Nature et espace. Bon, l'idée ici, c'est de présenter en 7 ou 8 thèmes essentiellement, peut-être 9 même quand même. On hésite toujours, si on compte l'introduction, on dira 9 en comptant l'introduction, à présenter un panorama, je dis bien un panorama global, mais un panorama au sens photographique du terme, de la matière. Il ne s'agit pas dans cette première série de vidéos, d'approfondir les polices spéciales qui constituent les matières spéciales du droit de l'environnement. Alors, pour bien comprendre cela, il faut rappeler combien le droit de l'environnement est tributaire de la notion de police. Qu'est-ce qu'on entend par la notion de police? C'est l'idée d'une réglementation qui s'applique spécialement à une question environnementale. Ce n'est pas une police au sens organisationnel, c'est une police au sens d'un ensemble de normes qui vient conditionner une action humaine susceptible d'avoir des effets sur l'environnement ou sur un milieu plus précisément. Donc on aura une police de l'eau, une police des déchets, une police de l'air et une police plus généralement des activités industrielles polluantes, la police des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc on ne va pas analyser de façon systématique, approfondie chacune des polices. Néanmoins, j'en présenterai les grands principes. Et je présenterai également le cadre général du droit de l'environnement, c'est-à-dire à la fois sa jeune histoire, et puis ces principes généraux acquis depuis maintenant la fin des années 80 et la fameuse déclaration de Rio qui était précurseur en la matière avec ces 27 principes consacrés dans une déclaration onusienne qui n'a pas de valeur juridique, faites bien attention, pas de valeur juridique, la déclaration de Rio prise intrinsèquement, elle n'est pas opposable. Cette déclaration de Rio intervenue en 1992 n'en comporte pas moins 27 principes dont bon nombre aujourd'hui ont certainement acquis valeur coutumière, mais surtout sont mis en œuvre en France par des règles constitutionnelles, législatives, réglementaires, voire, je dirais, des pratiques qui confirment la vivacité de notre matière. Le droit ne se conçoit pas sans un ordre sanctionné.
Alors, ça ne signifie pas que le droit ne peut pas exister sans sanction. Le droit international en est un excellent exemple. On a un mécanisme de sanction très décentralisé au sein de la société internationale et on aurait pour autant beaucoup de mal à soutenir qu'il n'existe pas un système juridique dans l'ordre international. Pour autant, une des critiques qui est récurrente et qui est assez forte à l'encontre du droit de l'environnement, c'est justement de ne pas être effectif, de ne pas être sanctionné. Et il me semble ici nécessaire de revenir sur ce qui fait les sanctions, mais aussi les responsabilités au sens juridique du terme, dans notre matière. Il y a depuis maintenant une dizaine d'années des progrès notoires. Je pense évidemment à la responsabilité environnementale et à ce qu'on a appelé ces derniers mois, même ces dernières années, ces 2 dernières années, le préjudice écologique. Mais je pense également à des mécanismes de sanctions qui sont peut-être moins connus du grand public, qui ont moins de publicité, mais qui sont bigrement efficaces. Je pense aux sanctions administratives, au-delà même d'ailleurs des sanctions pénales dont l'arsenal n'a d'égal que certainement son absence de mobilisation à la fois par les acteurs en amont, je dirais, c'est-à-dire je pense aux associations qui s'en servent très très mal, mais également les tiers, et qui ne trouvent aucun relais d'ailleurs, ou si ce n'est des relais insignifiants auprès des procureurs. Le droit de l'environnement, ce sont encore des méthodes. Ce sont, au-delà des principes, des grands principes cardinaux, des méthodes particulières. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus passionnant dans notre matière. Il ne s'agit pas simplement d'une méthode qu'on pourrait réduire au mécanisme de la police administrative que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas non plus une méthode qu'on pourrait réduire à certains recours singuliers aux contrats pour réaliser la norme environnementale. Je pense par exemple à la remise en état des sites et sols pollués qui va rechercher un accord entre le dernier exploitant de l'installation classée, le futur propriétaire du terrain à remettre en état et surtout la commune qui supporte le terrain d'assiette de l'installation classée. Évidemment, tout ça sous le contrôle administratif du préfet. Bon, au-delà de ces exemples ponctuels de contrats assez originaux, d'ailleurs, qui posent le problème de leur articulation avec la police et qui posent une question sous-jacente, importante, qui est de savoir si on peut finalement utiliser le contrat en lieu et place de la police administrative comme mode de régulation juridique. Au-delà de cet aspect, je fais référence à des mécanismes plus singuliers. Le premier auquel je pense est celui de la planification. C'est un mécanisme qui s'est systématisé en droit de l'environnement. Alors, la démarche n'est certainement pas propre au droit de l'environnement, elle existe en droit de l'urbanisme, elle existe dans le domaine économique, mais en droit de l'environnement, il n'est pas une police spéciale qui n'ait pas trouvé son document de planification, en posant à chaque fois la même question, comment est-il élaboré, quel est son contenu, et finalement, quelle est sa portée juridique. Donc ça mérite qu'on s'y arrête, ça mérite qu'on insiste sur cet instrument du droit de l'environnement. Comprenez bien que les instruments du droit de l'environnement, on les distingue des principes. Ces instruments, ce sont finalement les mécanismes qui permettent de mettre en œuvre des principes. Je dirais que c'est un peu ce qu'est le contrat par rapport à l'autonomie de la volonté. Pour prendre l'exemple du civil, vous aurez compris que au civil, l'autonomie de la volonté est un principe, le contrat est finalement un moyen d'expression de cette autonomie.
et de structuration de l'ensemble des contrats. Donc on a un certain nombre de principes en droit de l'environnement, mais on a surtout des mécanismes singuliers, je le disais. J'ai évoqué la planification, je pourrais encore évoquer la technique des inventaires et des études préalables. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais la fameuse étude d'impact qui aujourd'hui se combine avec l'évaluation environnementale, voilà deux éléments, deux mécanismes qui participent d'un principe, le principe de prévention. C'est l'idée qu'il faut prévenir les atteintes à l'environnement, et l'étude d'impact comme l'évaluation environnementale sont deux instruments qui permettent de mettre en œuvre le principe de prévention. Pour nous résumer, finalement, je vous propose 9 thèmes. 9 thèmes. D'abord, un thème 0 relatif au cadre général du droit de l'environnement. Ensuite, on s'arrêtera sur une police spéciale, histoire de tout de suite montrer comment une réglementation peut être charpentée, si j'ose dire, en droit de l'environnement, dans les règles juridiques, en partant du droit national au plus haut niveau de la hiérarchie des normes et du principe de prévention et du principe de précaution, en passant par le cadre réglementaire au niveau communautaire, et en s'articulant autour d'une loi acquise depuis le 19 juillet 1976 et déclinée en décret d'application de procédure, mais également en normes constitutives en fait de prescriptions techniques applicables aux destinataires de la norme. Je songe ici évidemment aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ayant écrit un ouvrage sur le sujet chez l'ITEC il y a maintenant une bonne dizaine d'années, je retiens cette police spéciale comme exemple pour montrer comment le droit de l'environnement peut se charpenter autour d'une réglementation en particulier. Le troisième moment sera un moment d'actualité. Je voudrais m'arrêter sur le nouveau régime de l'autorisation environnementale, après avoir expliqué le contenu de la police dite des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Je voudrais m'arrêter sur le nouveau régime de l'autorisation environnementale pour montrer comment, dans le domaine du droit de l'environnement industriel, l'autorisation environnementale est venue doter le droit de l'environnement d'une police intégrée, ce qui est une révolution certainement dans la conception du droit de l'environnement. Quatrième moment, la gestion et la police des déchets, et on en profitera pour évoquer également la problématique des sites et sols pollués. Sujet extrêmement complexe, mais qu'il faut au moins avoir abordé pour percevoir certains enjeux du droit de l'environnement moderne. Cinquième temps, les polices sectorielles encore, et on s'arrêtera sur la police de l'eau. Cette police de l'eau existe en fait à proprement parler depuis 1992, même si on peut remonter à la grande loi de 1964 sur l'eau pour dire que le législateur s'est saisi de la gestion collective de l'eau dès cette date. Mais néanmoins, une police structurée avec nomenclature, prescription technique date seulement date seulement de 1992. Depuis, le texte a énormément été retouché, et on a beaucoup de choses à dire sur cette police de l'eau, qui pose évidemment le problème de la protection de la ressource en eau, du point de vue tant quantitatif que qualitatif, et où le droit communautaire joue là encore, comme souvent dans notre matière, un rôle majeur. 80% des normes techniques, les plus techniques du droit de l'environnement demeurent
constitués de droit communautaire. J'aime bien prendre toujours cet exemple extrêmement parlant du point de vue pédagogique, qui est l'exemple des 50 mg de nitrate par litre d'eau qu'on doit trouver et qui est une norme qui s'impose aux distributeurs d'eau, qu'on doit trouver s'agissant de l'eau distribuée au moyen de nos robinets et destinée à la consommation humaine. Cette norme est fixée par une directive communautaire. Sixième thème, la prévention planifiée des risques. On y reviendra, on a un droit de l'environnement qui est ambivalent par rapport à ses finalités. On a l'impression qu'il vient protéger la nature de l'homme. C'est vrai, c'est même historiquement un des accélérateurs du développement du droit de l'environnement, mais ce qui va vraiment booster l'environnement, c'est sa vocation sanitaire. Et là, on voit que la relation est ambivalente. Il ne s'agit plus de protéger l'homme, il ne s'agit plus de protéger la nature de l'homme, mais au contraire de protéger l'homme de la nature et de ce que certains considèrent comme étant ses excès provoqués bien souvent par l'homme. Bien évidemment, on voit là que la relation est complexe. Alors, la prévention planifiée des risques, on s'arrêtera sur des risques dont on démontrera que l'homme y contribue de façon toute évidente. Ce sont évidemment ce qu'on a appelé à compter de 2003 les risques technologiques que le droit communautaire a d'abord qualifiés de risques majeurs. Ce sont les risques industriels qui ont fait l'objet d'une planification. On s'arrêtera également sur le risque véhiculé, en tout cas encadré par les plans de prévention des risques dits naturels, dont l'archétype est évidemment le plan de prévention contre les risques d'inondation. Il y aura là encore matière à exposer la technologie juridique toute singulière du droit de l'environnement avec ces plans qui sont extrêmement intéressants dans leur mise en œuvre, mais aussi dans leur élaboration. Septième paragraphe, on évoquera les relations entre le droit de l'environnement et les considérations sanitaires. Ceci nous permettra d'aborder pour une part certaines règles d'encadrement de produits singuliers, évidemment on pense aux produits chimiques, et ceci nous permettra encore de nous saisir du problème de la pollution de l'air. Là aussi, nous avons une question prégnante, évidemment de façon contemporaine, et un booster de la problématique environnementale. On a même l'impression que la politique climatique est finalement à elle seule un résumé des raisons, de la raison pour laquelle il faudrait protéger l'environnement. Septième considération, donc on l'a vu, l'approche sanitaire. Huitième considération, les sanctions du droit de l'environnement. Les sanctions du droit de l'environnement, et on va aborder les choses sous un double point de vue qu'on pourrait réunir sous l'expression droit répressif de l'environnement, qui sera à la fois un droit administratif de la répression, mais aussi bien évidemment un droit pénal de la répression. Neuvième thème de formation que je vous propose sur ce panorama du droit de l'environnement, les responsabilités juridiques
Et j'entends par responsabilité aussi bien la responsabilité administrative que la responsabilité civile des personnes privées dans le domaine du droit de l'environnement. Voilà cette présentation générale en guise d'introduction au cours que je vous propose de suivre. Nous tenterons de résumer notre propos soit au moyen par thème d'une vidéo, voire de 2 vidéos, pour des raisons bien évidemment de téléchargement. Merci de votre patience et puis ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dans les jours qui viennent.